C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous, c'est un retour vers le futur. Sans doc, mais Zinedine Zidane revient dans la maison réelle. Il a été adoubé aujourd'hui par le patron Florentino Pérez. Vous avez pu suivre le retour de Zidane, retour vers le futur, épisode 2. Dans l'équipe du soir, première partie, aux alentours de 20h. Zidane de retour au Real, est-ce le bon choix? Compte Twitter de l'équipe du soir. Et cite l'équipe, petit tour de plateau. Ils étaient là en première partie, ils ont peu parlé. Le président est là, le président à vie, le dictateur, bien aimé. Il en faut. À la base, dictateur, c'était pas péjoratif. Hein. C'était quelque chose qui était au contraire, tu vois. Je reviens après, bon, ça c'est bien sûr. Oui, c'est oui, ça. C'était compliqué rapidement quand même. C'est pas si rapidement que ça, maintenant. Dans quelques minutes, vous verrez l'histoire des dictateurs de Parlement. Le policier dans la place, le policier c'est Chris. Bonsoir. Bonsoir Chris. Ça va? Très bien. Ça va? Ouais. Chris, on est ravis de vous avoir. Si vous êtes là, évidemment, pour nous parler de la grande actualité. Mercredi, l'OL va défier le Barça. Oh, mamma mia. Face à vous, c'est Gervais Martel, c'est l'ami du lundi. Bonsoir Gervais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vincent Duluc est là, Steve Austin, bonsoir. Salut Mémé. Ça fait plaisir d'avoir Chris là comme ça. Bah oui. Ouais. Vous êtes un collab sur Chris ou on peut vous tenter de vous poser une petite colle? C'est mon ami maintenant. C'est marrant, ils disent tout ça après la carrière. Ah, il m'a fait chier, mais maintenant il est cool. Vincent, Oui. Parlons peu mais parlons bien. Il est arrivé de Cruzeiro en 2004. Le montant du transfert de Chris, un joueur de légende comme ça, c'est 4 titres de champion, c'est une Coupe de France. Ça coûtait combien à Jean-Michel Aulas et à l'OL le montant du transfert? Genre 3,5 millions. 3,5 millions. 3,5 millions pour une légende du club, franchement. Ça avait acheté à l'époque. Hein. Attention Vincent, le commissaire Valentin est là. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Ce soir, vous êtes le supérieur du policier. Oui, je Chris, sais. Hein. D'accord, très bien. Pourquoi cette voix nouvelle? Ok. Donc, vous allez reprendre votre voix. Bien sûr. Ok. Zidane de retour donc à la case Real pour Zidane. La légende française revient sur le banc du Real. Premier match, ça sera samedi contre le Celta Vigo. 11 matchs de championnat à disputer, plus de Coupe d'Europe, plus de Coupe du Roi. Il a signé un contrat jusqu'en 2022. Zinedine Zidane nous l'a dit, il revient finalement dans sa casa, chez lui, dans sa maison. On l'écoute. Je sais que c'est un jour très spécial pour tout le monde. Je suis très heureux et c'est le plus important. Comme le dit le président, je suis très content de revenir à la maison. À la Casa, il revient donc dans sa Casa Blanca. Regrettez-vous qu'il n'entraîne pas ailleurs? Qu'aurait un petit regret ou pas du tout? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un simple duel. Un regret pour Guillaume Dufy, pas de regret pour Gervais Martel. Guillaume et Gervais, vous êtes un peu opposés sur la question Zidane. Vous avez des sensibilités un peu différentes. Vous nous faites partager la vôtre, Guillaume. Vous avez répondu oui à cette question. Oui, évidemment, quand j'ai appris que Zidane revenait quelques mois après avoir quitté le Real, j'étais vraiment, c'est ma première impression, assez déçu parce que je rêve de voir Zidane ailleurs, sur d'autres bancs. Alors on a parlé de la Juve, mais on a également aussi évoqué l'intérêt de Manchester United à un moment, et j'aurais aimé que ce garçon, qui est encore très jeune, imite un peu le parcours des Guardiola et aille transmettre sa passion et sa connaissance du foot ailleurs. Voilà, donc je suis assez déçu. Gervais Martel, c'est non. Moi, je suis pas déçu parce que pour une fois, on retrouve aussi quelqu'un qui a fait une grande carrière de footballeur au Real, quelqu'un qui a fait une grande carrière d'entraîneur et qui revient à la maison. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ça c'est exceptionnel. Il est arrivé au Real en 2001, je pense. Il a fait sa carrière de footballeur, il a découvert le métier d'entraîneur. Je trouve que c'est formidable qu'il revienne au Real, qui reste quand même un des plus grands clubs du monde. Donc aucun regret, naturellement. Ok, vous avez encore 6 secondes, pardonnez-moi, je vous ai fait un petit signe, mais si vous avez un autre argument, on peut y aller, ou pas. Je pense que j'étais très clair. Oui, vous étiez extrêmement clair. Non, ce n'est pas une attaque contre vous, mon cher Gervais. Il est offensif, le Gervais. Il est déjà aussi dans sa maison, l'équipe du soir. Compte Twitter de l'équipe du soir, qui vous a convaincu? Est-ce Guillaume, le romantique, ou Gervais, l'homme de la Maison Blanche? Président, vous êtes là. Président. C'est une forme de romantisme aussi, que les gens restent un petit peu dans ce monde du foot qui est un peu complètement fou, et tu passes du coq à l'âne. Mais je rejoins moi aussi Guillaume. Tu vois, j'ai la même réaction pour Messi, même si je trouve formidable. C'est exactement ce que j'allais vous poser. Qu'un joueur reste dans le même club, c'est si rare de nos jours, tu vois, les Steven Gerrard et compagnie. Ticora.
Pardon Sikora. Sikora, Sikora, c'est pas rien. Et tu vois, Messi, il y a 2-3 ans, il serait parti, je sais pas, enfin, moi je l'imagine aller à Liverpool, tu vois, le COP, tout ça et tout, et voir comment il serait adapté. Enfin, d'ailleurs, je me fais pas de soucis, je me serais pas trop fait spécialement de soucis pour Zidane, mais j'aurais aimé le voir dans un nouveau championnat, Il est pas trop tard après. une autre culture. Ouais. Il n'est pas trop tard, c'est vrai aussi, comme tu me le disais, il a quoi, 46 Ouais, 46 ans. C'est vrai que la différence, c'est que Messi, ça n'arrivera jamais, Oui. et que Zidane, Là, ça arrivera voilà. probablement. Exactement. Peut-être, Ouais. parce que après, si c'est l'équipe de France, tu vois, et puis après, à un L'équipe moment, d'Espagne. tu sens que... L'équipe d'Espagne. Bon, en fait, non, tu le sens plus motivé peut-être que je pensais à Laurent Blanc, tu vois, qui disait quand il a commencé la carrière d'entraîneur, bon, au bout de 4-5 ans, à mon avis... Il ne sauriez pas faire voilà. toute sa vie ce métier. Après, je crois Oui. qu'il a changé d'avis, mais bon, voilà, pour l'instant, il n'a pas de banque. Oui, donc, non, mais il en retrouvera un, donc effectivement. Mais, Point pour Guillaume, Zidane, donc, c'est- président. Chris, est-ce que c'est un regret pour vous qui continue finalement au Real, là où sa carrière d'entraîneur a commencé, ou vous auriez aimé, par curiosité, le voir sur un autre banc, développer sa philosophie dans un autre climat? Bah, je pense qu'il voulait ça. Il voulait changer, il voulait découvrir un autre championnat. C'est comme des joueurs. Quand on est joueur, des fois, on a envie d'aller ailleurs, d'aller à un autre pays pour voir le style de jeu, tout ça. Et Zidane, je pense que le départ, quand il a pris la décision de quitter le Real, c'est ça. Son idée, c'était ça, d'aller ailleurs. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas trouvé vraiment des opportunités. Il y a eu un nouveau projet pour reformuler le club et l'équipe. Il est de retour. Ok. Vincent, c'est pareil également, parce que c'est vous qui aviez lancé, c'était le 15 août, je le rappelle, on va découvrir la tentation anglaise de Zidane, avec quand même quelque chose qui était pas forcément prévisible. Le Non, fait mais- qu'il aille en première ligue, c'était pas forcément sa culture. Mais je pense qu'effectivement, une fois qu'il en avait fini avec le Real, où il était lassé, il était usé par 2 saisons et demie, lassé par les critiques de janvier-février 2018, donc je pense qu'effectivement, il a eu envie de voir ailleurs. Mais en fait, il s'est régénéré pendant cette période. Et s'il était parti à la Juve, entraîner Ronaldo dans sa deuxième maison, ça n'aurait pas non plus été ça aurait pas été un très grand écart par rapport au foot qu'il connaissait et son environnement. Entraîner Ronaldo encore et à la Juve chez lui, je veux dire, moi, intellectuellement, ça répondait pas forcément à la question est-ce que ses principes de jeu et son aura sont exportables partout? Mais faire gagner en la Juve sur Angleterre, la un peu scène plus. européenne, En ça aurait Angleterre, un peu plus. été un magnifique challenge aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, en allant à la Juve, il aurait été obligé de gagner la Ligue des Champions comme mesure de la réussite. Oui. Alors qu'en revenant au Real, il n'est pas forcément obligé de la gagner tout de suite. Il est chez lui en plus. Ah ouais. Il a gagné 3 fois en 2 ans et demi. Il a quand même 2 ou 3 ans devant lui quand même. Il a dit aujourd'hui en conférence de presse que la règle du jeu n'avait pas forcément changé. Il l'a peut-être pas formulé comme ça, mais il connaît les règles du jeu. C'est Ouais. normal qu'ils le disent, mais je pense que là, si Fiorentino Pérez, donc, dans 5 mois, parce qu'il est deuxième du championnat, commence à lui mettre la pression, ou je veux dire en septembre prochain, c'est qu'il aura été un peu amnésique. Moi, je pense que l'objectif de Zidane l'an prochain, ce sera La Liga. de gagner quelque chose. Alors, je mets la coupe du Roi de côté, mais de gagner au moins le titre. La Liga. Essayer d'écarter un peu. 8 trophées en 2 ans et demi, quand même. Oui, mais d'écarter le Barça de la course au titre. Le risque, c'est qu'il fasse moins bien que la première ère. Vous l'avez dit, vous avez rappelé le nombre de ses trophées, notamment 3 Ligues des Champions et une Liga. La question lui a été posée justement en conférence de presse en début de soirée. On écoute Zinedine Zidane. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de gâcher cette image que vous avez laissée en partant au sommet? Et qu'est-ce qui vous anime dans le fait de revenir aujourd'hui? Je ne pense pas du tout à ça, parce que comme tu le dis, en fait, si je pensais en fait, au fait de remettre ça en cause ou me remettre, je ne viendrais pas. Mais je ne pense pas comme ça, j'ai jamais pensé comme ça. Je pense à ce que mon cœur il me dit, moi. Et mon cœur, en fait, il me dit, il devait dire, tu t'es bien reposé maintenant. Y a le président et Madrid qui t'appellent. J'ai envie de revenir, point. C'est simplement la seule chose qui m'anime, c'est que j'ai envie. C'est pas un risque. La défaite, pour lui, c'est pas un risque. Il nous le raconte comme ça. L'occasion s'est proposée et il a foncé, son cœur a parlé. Et en plus, il revient dans un club qui est dans la difficulté cette année, donc c'est toujours mieux de revenir à ce moment-là. Et deuxièmement, Chris le disait tout à l'heure, il va avoir les pleins pouvoirs certainement sur le recrutement, ou tout au moins il va intervenir sur le recrutement. Donc ça veut dire que c'est certainement une nouvelle époque qui s'offre à lui. Et je répète encore une fois, Zidane Madrid, pour moi, c'est lié à vie. Il va changer de métier là quand même un peu. Enfin, je pense que s'il revient, s'il a accepté de
revenir, c'est qu'il a obtenu des garanties, peut-être le carnet de chèques de Pérez, avec la possibilité de recruter là où il veut. Donc on va le juger pas uniquement comme homme de vestiaire, c'est ce que Chris expliquait lors de la première partie, mais comme aussi manager, ou un peu directeur sportif. Mais on parle souvent d'engager, et on aura des questions juste après sur ça, mais là il va être obligé aussi de dégraisser, de dire écoutez, vous avez fait votre temps, mon cher Gareth Bale, vous pouvez aller voir ailleurs, ou des voilà. Non, ça c'est pas dur. Non mais c'est pas non mais je dis Gareth Bale, c'est compliqué. C'est le travail éternel des entraîneurs en fait. Ah ouais. Mais là, il est vraiment en position de force parce que autant en 2016, on peut estimer que c'est un peu le Real qui lui faisait le cadeau de l'équipe alors qu'il n'avait pas fait de preuve. Autant là, c'est lui qui, le cadeau, il vient de lui. C'est lui qui veut aider le Real dans un moment, comme a dit Gérard, dans un moment difficile. C'est bien justement sur ce que tu viens de dire que le Real lui a fait cadeau, mais le Real lui a fait cadeau, de l'ensemble de sa nouvelle carrière d'entraîneur. Encore une fois, je répète, moi, 17 ans, c'est quand même fabuleux d'être 17 ans dans le même club. De revenir quand le club est dans la difficulté, moi, je pense qu'il parle aussi avec son cœur. J'ai eu la chance de fréquenter Zidane à la Coupe du Monde 2006, puisque j'étais délégué avec le football professionnel. C'est le fameux Club France, non Et j'ai appris à rencontrer Zizou sous d'autres aspects. Et moi, je vous assure que je pense que ce qu'il dit sur son cœur, il le pense vraiment. Non, mais souvent, on dit que le gars ne s'engage pas comme ça, comme par hasard. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est intelligent, qui pouvait être impulsif lorsqu'il jouait. Mais quand il y a des décisions professionnelles à prendre dans sa carrière d'entraîneur, il est plutôt câblé, le gars. C'est justement par rapport à ça, il revient plus expérimenté. Il quitte Real, il a 9 mois pour réfléchir, pour se poser des questions. Donc là, il va venir plus expérimenté, plus avec de pouvoir qu'il est en train de prendre. Donc ça va être un nouveau Zidane. On nous a vendu un petit truc, là, une comparaison, je suis désolé Guillaume, parce que je viens de le voir. Non, il n'y a pas de souci, on fait ça ensemble, mon Guillaume, vous êtes chez vous, regardez. Zidane devrait devenir le Ferguson du Real de Madrid. Ferguson, plus que 23 ans et demi. Oui. Plus que 23 ans et demi. Voilà. Au Real, la stabilité, là, cette analogie est plutôt séduisante, mais c'est un club où l'amour dure même pas 3 ans en général. Hein. Oui, en général. Donc Ferguson, non. Après, il était très lié à Pérez. Leur histoire est commune. Pérez ne sera pas président encore pendant 25 ans. Mais d'ailleurs, les prochaines élections, c'est quand? Dans 2 ans. C'est 2 ans. 2022. La dernière élection de 2017, c'est 2021, je crois. Mais d'ailleurs, la décision de rappeler Zidane, il faut la lire aussi à travers la structure particulière du Real, des clubs espagnols qui sont des clubs de sociaux. C'est-à-dire que il n'y a pas que le pouvoir. Il faut que Florentino Pérez plaise au public pour pouvoir rester. Et pour pouvoir plaire au public, il faut qu'il change d'entraîneur très souvent, il faut qu'il fasse venir des nouveaux joueurs. Ça, c'est un argument de campagne à sa réélection. C'est sexy quand même, refaire venir Zidane, ça a de la gueule. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ça va que refaire venir Mourinho, par exemple. Bien sûr, mais ça va souvent contre la stabilité comme principe quand même. Voilà. Non, mais quand on réfléchit bien à la position qu'a pris le président du Real, avec la semaine chaotique, avec cette défaite contre l'Ajax, il a pris tout le monde à contre-pied, et je pense que cette décision... je trouve qu'elle est exceptionnelle de la part du président du Real, que Zidane accepte en plus. Derrière, moi, je trouve que c'est un autoroute. Vous avez le mot de la fin ce soir, dans cette première partie de la deuxième partie, mais ce sont les spectateurs de l'équipe du soir qui ont donné... Il est habitué à perdre. En général, il y en a un qui dit c'est les Barcelonais qui ont dû voter, non? C'est les amis de Rico Blanco de La Plata. On me dit qu'ils vous cherchent. Ils tournent autour de l'équipe. Mon avis. Ok. Non. Ça, c'est... Dans quelques minutes, Zidane Révolution. On a parlé déjà peut-être du nouveau métier de Zidane, le fait de recruter. On aura quelques petites choses qui sont passées qu'on n'a pas découvertes en direct. C'est les mots de Florentino Pérez qui commence à sonder le marché, qui commence à parler pour la saison prochaine. Peut-être bien Neymar, peut-être bien Mbappé. On a l'élément vidéo, on va vous le passer dans quelques minutes. À tout de suite. On est en train de vivre une émission formidable aujourd'hui avec le retour à Madrid de Zidane, le retour vers le futur, l'an 2 Zidane au Real. On était en train justement d'en parler en compagnie d'experts de la chose, d'experts du recrutement. Gervais Martel est là, Chris est là, Vincent Duluc et le commissaire Valentin, sous l'assistance de notre dictateur bien-aimé Didier Roustan.
Nous allons faire la révolution, s'il vous plaît, Didier. Non, mais pas forcément pour vous, mais Zidane révolution. Ce soir, Zinedine Zidane, en conférence de presse, a refusé de parler du mercato. Et pourtant, c'était une mission qu'on avait confiée à Antoine Simoneau juste avant cette conférence de presse. Écoutez la question et surtout écoutez la réponse du nouveau coach du Real, Zinedine Zidane. Contrairement à l'année dernière, vous avez perdu un joueur qui s'appelle Cristiano Ronaldo, qui mettait quand même plus de 50 buts par saison. Alors est-ce que vous avez déjà à l'esprit le nom d'un remplaçant? Est-ce que vous avez des garanties en matière de recrutement? Est-ce que vous avez les coups des franches en matière de recrutement et de transfert? Est-ce que vous pensez à quelqu'un pour le remplacer? Non. Non. Là maintenant, non. Je pense pas du tout à ça. Après, le reste, on aura le temps de voir avec les personnes et ce qui va se passer. Mais c'est sûr que ces 11 parties, c'est aussi pour préparer la prochaine saison. Antoine Simoneau, notre correspondant à Madrid, c'était la question. Faut-il s'attendre à une grande lessive de la part de Zidane au Real à l'intersaison? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel. Jingle. Deux charnières face à face. Il y a la charnière inédite. Chris Duluc, voilà. On apprend. Hein. Qui commence chez les Chris Duluc? Vincent ou Chris? Qui prend la main? On n'a pas eu le résultat du premier duel. La première partie. Non, la première partie, oui. La première partie? Le 2 contre 1, oui. Le 2 contre 1, c'est vrai? Oui. Guillaume avait perdu. Ouais. On me dit Guillaume avait perdu. D'accord. Voilà. Pas de chance, Guillaume, mais on va voilà. Chris Duluc qui commence? Chris, vous prenez la main, vous avez répondu oui, il faut s'attendre à une grande lessive. Martel Dufy, l'autre charnière qui est plus expérimentée que la vôtre. Plus lente. Je sais pas. Je sais pas, par rapport à Vincent, je sais pas. Qui commence? Pourquoi? Gervais. Gervais, vous prenez la main, vous me dites non, pas forcément de grande lessive. Oui, Chris, vous attendez une grande lessive, pourquoi? Vous avez à peu près autour de 30 secondes pour développer votre propos. On vous écoute, mon cher Chris. Bon, je pense qu'il y aura Ils vont changer parce qu'il y a des joueurs comme Marcelo qui avaient envie de partir. Il y a Sergio Ramos déjà qui est un enfant de cycle aussi, même si ça fait longtemps qu'elle est là. Après, il y a Mariano qui joue jamais. Il y a Bal qui est mal content aussi. Donc après, il y a Kroos qui on ne sait pas s'il va rester ou non. Donc voilà, il y a plusieurs joueurs qui peut-être qui va vouloir changer aussi de club. Ok. Gervais, vous dites non, vous? Moi, je réponds non, parce qu'aujourd'hui, une grande lessive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un changement de l'effectif de l'ordre de 60 à 70%. Et pour moi, ça ne sera pas une grande lessive, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours appuyé sur des joueurs cadres. Peut-être que certains cadres partiront, comme tu viens de le dire très justement. Il va s'appuyer quand même sur une ossature qui restera au niveau de l'équipe. Je pense à Benzema, je pense à Varane, par exemple. Et donc, ce ne sera pas pour moi le terme grande lessive est mal approprié. C'est mal approprié, mon cher Vincent. Correction, peut-être? Non, mais en fait, il a géré pendant 3 ans une équipe qui était quand même très stable, dans laquelle il avait introduit quelques jeunes. Et c'est une équipe qui finalement s'est éteinte une fois que Cristiano Ronaldo est parti. Donc il faut réimaginer maintenant. Et il faut la réinventer. Et pour la réinventer, c'est forcément que des nouveaux joueurs. Il n'a pas le choix. Donc il faut absolument qu'il fasse venir 4 à 5 joueurs majeurs pour trouver des nouveaux équilibres et une nouvelle dynamique dans le vestiaire. Guillaume Dufy. Moi, je trouve qu'on est un peu sévère avec l'effectif du Real Madrid. C'est pas parce que ce Real a perdu et ça a fait effectivement beaucoup de bruit à domicile contre l'Ajax que tout est acheté dans cette équipe. Ramos reste un grand défenseur, Varane également, le gardien Courtois, pourquoi on le changerait? Marcelo était en perte de confiance, mais avec Zidane, ça va revenir. Benzema fait une super saison. Il y a Vasquez, Isco va être relancé. Modric fait une saison un peu difficile, mais c'est une saison post-Coupe du Monde. Il a digéré le Ballon d'Or. Non, moi je pense qu'il faut deux bons joueurs. Surtout devant, quelqu'un capable de créer la différence. Alors est-ce que ce sera Neymar, Hazard ou Mbappé? Mais je trouve qu'on n'a pas à tout changer dans cette équipe. Chris ou Vincent, on est à 2 bons joueurs pour le Real. Vous maintenez 5, 6? Il a gagné 3 Ligues des Champions avec cette équipe-là plus Ronaldo. Pourquoi il gagnerait de nouveau la Ligue des Champions avec cette équipe-là sans Ronaldo? Donc il faut qu'il fasse autre chose. Ok. Compte Twitter de l'équipe du soir. Chris a salué votre dernière intervention. J'ai l'impression que, j'ai l'impression que bon, la communication non verbale, ça marche déjà. Compte Twitter de l'équipe du soir. Vincent et C'est Chris. langue universelle le football. Gervais et Guillaume Dufy. Le football. Vous n'êtes pas au bistrot, mon Guillaume. Là, j'ai l'impression que vous allez commander une tournée de Ricard pour tout le monde. Mon cher Guillaume. Président, content dans la table. Président, c'est à vous.
Ce qu'il fausse un petit peu, c'est que c'est une année, comme tu l'as dit, post-Coupe du Monde, et ça veut dire que les Espagnols se sont terriblement plantés, les Allemands se sont plantés. Ils ont été souvent sur la réserve pendant la saison, tu vois, les crosses, tout ça, ils sont méconnaissables. Modric, même s'il est allé en finale, il a fallu qu'il digère beaucoup de choses, ça, plus ça, plus ça. Voilà, tu ne peux pas gagner tout le temps, et Ronaldo est parti. Donc forcément, moi je pense que 2-3 postes clés, il va avoir les matchs pour voir un peu l'envie et justement, comme il dit, un peu le degré de motivation de certains joueurs. Et puis après, c'est compliqué. Si tu changes 5-6 joueurs, tu vois, un temps d'adaptation, le Real c'est particulier. 5-6, même s'il ouvre le quart des Tchèques, il y a quand même des limites à tout. Non seulement des limites, et puis il faut des joueurs supérieurs. Et des joueurs supérieurs, il n'y en a pas tant que ça. Si Mbappé, Neymar, le PSG tient bon, bah, tu vas prendre un Harry Kane. Est-ce que tu es sûr que tu prends Hazard? Est-ce que Chelsea est prêt à le vendre alors qu'ils ne peuvent pas recruter pendant 3 mercatos? Ils perdent Hazard, ils perdent de tout. Donc il va falloir aussi voir ce qui est possible pour eux. Donc je me dis 2-3, c'est plus la qualité que la quantité, et puis rebooster et revertébrer un petit peu les mecs qui sont à la rue mais qui n'ont pas perdu forcément en 4-5 mois Didier, toute leur on qualité. est plus pour vous dans le domaine de la correction donc, de Guillaume et de Gervais. Et ça sera d'autant plus facile. Moi je dis 5, Didier dit 3 et ça n'a rien à voir. Non, je peux vous le dire. Faites comme vous voulez. C'est vrai qu'on n'est pas des années-lumière. Non, excusez-moi. On va dire à 50 millions de transferts. Excusez-moi, à 50 millions de transferts, mes petits, je pense qu'entre 2 ou 3 et 4 ou 5, ça fait une différence sur chaque équipe. Plus que 50, il y avait un argument. Il y avait un argument dans son arbitrage donné par le président. On est dans une saison un peu particulière, une saison, on va dire, post-Coupe du Monde, avec peut-être des méformes, des digestions qui sont et des gens qui ont un peu moins faim aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui rentre dans votre paramètre pour corriger, enfin, qui va rentrer dans les paramètres des Zidane? Les Brésiliens ont été carbo après la Coupe du Monde, tu vois, c'est dur. Chris et Vincent. Vas-y. Non, je pense, moi, je pense qu'au Real aujourd'hui, il faut un changement. Il faut un changement pour l'ambiance de vestiaire. Aujourd'hui, j'ai cité Sergio Ramos. Sergio Ramos, il n'est pas content. Il y a eu des altercations avec le président. Hein. Donc, après, on ne sait pas s'il va vouloir rester ou pas. Il a Marcelo. Donc, ça fait 2-4 déjà. Marcelo, on ne sait pas maintenant. Avant, il voulait partir. Maintenant, avec Zidane, on ne sait pas. Bâle. Ouais. On sait. On savait même avant Zidane. C'est Balos aussi, tu peux dire. C'est Balos. J'ai cité Mariano, qui n'a pas beaucoup joué, mais c'est un joueur qui a quitté OL et retourné. Mais qui ne compte pas au Real Madrid, Chris. Mais c'est un joueur. Si lui il part, on ne va pas s'en rendre compte. Si on parle de grande lessive, ça veut dire qu'on parle des titulaires. Vous avez dit 60-70%. Voilà. Une grande lessive, c'est ça. On est d'accord sur ça. Mais là, on a déjà 3 joueurs. Après, il a le milieu de terrain qui peut-être qu'il aura un changement aussi avec Kroos, avec Modric, avec Casemiro, on ne sait pas. Non mais il faut une enveloppe, il faut une enveloppe donc de 600-700 millions d'euros. Il aurait une enveloppe de 300 millions. Si tu prends un top, si tu te prends Neymar, Mbappé, c'est plus de 200. Mais vous oubliez quand même une donnée. Tu vends qui ? Une donnée, c'est qu'en janvier-février, c'est qu'une des raisons pour lesquelles Zidane est parti, c'est parce qu'il pensait que ce groupe était plus capable de relever les challenges. C'est parce que ça l'a énervé de voir que ce groupe choisissait ses matchs et n'arrivait pas à jouer en Liga comme elle joue en Ligue des Champions. pourquoi il ferait de nouveau confiance à ce groupe auquel il ne croyait pas à l'époque? Il est parti surtout parce que Ronaldo est parti aussi. Les amis, regardez, on vous a mis l'équipe type. On vous a mis l'équipe type du Real cette saison. Ça serait quoi votre correction? Vous, c'est du domaine de la correction, Gervais. Moi, je pense que Ramos partira pas. Parce que aujourd'hui, Ramos et Zidane, je pense qu'ils s'entendent très bien avec Zidane, donc je ne le vois pas partir. Bon, après, dans les gens qui peuvent partir... Le milieu de terrain, est-ce qu'il y a quelque chose à réinjecter? Un Kroos, un Casemiro? Il y a un moment, Modric, il va être atteint par la limite d'âge, quand même. Ouais. Il y a quand même l'idée qu'à 34 ans, il est ballon d'or et que lui, pour le coup, il fera jamais mieux et qu'il peut faire que moins. Il a 34 ans? Ah bah oui. Oui. Tant que ça, Modric? Ah, je voyais un peu plus jeune. J'aurais dit 32, ouais, d'accord. Marcelo, moi, je le vois rester, comme Zidane revient, je le vois rester. Ah, je peux me tromper, mais ensuite, devant, c'est sûr qu'il manque quelqu'un. Et au milieu, peut-être que Casemiro, il est quand même décevant sur les quelques 2 derniers mois. Après, il y a des choses ponctuelles. Courtois, par exemple, fait une très très mauvaise saison. C'est incroyable. Il est moins bon que Navas. Mais Navas, c'est à 1 an du terme de son contrat. Mais de toute façon, Courtois, j'ai toujours pensé que c'était un joueur surcoté, un gardien surcoté qui a cessé. Mais parce qu'il a cessé de travailler depuis 4 ou 5 ans. Tout le monde sait qu'il ne s'entraîne plus, qu'il ne progresse pas, qu'il ne travaille pas. Et je trouve que c'est quelque chose qui se voit dans les matchs. On va redonner la parole à Zidane. La seule fois
La seule fois où il a entrouvert la porte de ce qui allait peut-être éventuellement se passer cet été, on était là, on guettait ce moment. C'est très court, on y va. Cosas tenemos que cambiar para el próximo año. Pero ahora no se trata de eso. On n'a pas tout à fait entendu sur le... Il a fait première langue grecque, le traducteur. Il faut changer des choses. Non, mais il y avait presque une post-synchro avec le niveau qui était... on va devoir changer des choses le moment venu, nous dit Zidane. Moi, je me souviens de la première fois et de la première période de Zidane. On est en 2016, première conférence de presse, où, comme aujourd'hui, il ne dit pas grand-chose. Et puis la deuxième, on est quelques jours après, 2 jours après cette première conférence de presse, en 2016, avec son premier acte de management, une déclaration d'amour pour Cristiano et pour sa BBC. On l'écoute. Tous les entraîneurs ont voulu faire jouer Bale, Cristiano et Benzema ensemble jusqu'au bout. Et vous souhaitez continuer à jouer avec ces 3 joueurs? Oui, je vais jouer avec les 3 attaquants. C'est l'idée, clairement. Enfin, vous voulez pas de grande lessive, vous voulez pas de grande lessive, vous voulez une grande lessive. Là, sur le poste d'attaquant, il y aura des choses à inventer. Oui. Il faut trouver au moins un attaquant, c'est clair. Mais quel attaquant? Un numéro 9? Non. Pas forcément. Neymar ne joue pas 9, Hazard ne joue pas 9 et Mbappé, même si il y a quelques jours... Hazard a souvent joué 9 cette année. Oui, cette année, c'est vrai. Sur les gros matchs, il a joué 9. Est-ce que c'est une réussite ou pas? Non, mais vous l'avez souligné tout à l'heure, moi je vois mal Mbappé partir, je ne vois pas du tout partir de Paris. Et il l'a dit hier. Deuxièmement, Chelsea se trouve une interdiction de recruter, tu l'as souligné. Mais comment petit, on va rentrer dans le vif du sujet. Le super duel tout d'abord. Ah, que fait la police? Elle est avec Vincent Duluc, 76 pour Vincent Duluc et Chris. Oh, la raclée monumentale. Il faut savoir choisir son partenaire. Qui était la pipe en face? C'est avec le Brunel de l'équipe du soir. Jacques Brunel. Ah, ça, et là, il vous achète un œil. Toi, t'es pas prêt de l'avoir, ton histoire drôle à la pub. Ça, c'est un couple qui se déchire. On a une histoire vraie, c'est encore mieux. Ok. Zidane sans Cristiano, donc. Zidane coach un club avec une tradition. Le Real, c'est un club de superstars. Lors de son premier passage, Cristiano était la superstar. Alors, quelle sera la superstar dans le nouveau Real de Zidane? J'ai 3 noms à vous proposer. Vous avez déjà commencé un peu à y répondre. Neymar, Mbappé ou Hazard. Habillage à l'américaine. Et on y va. Neymar, Mbappé ou Hazard. Gervais, vous me dites? Aucun des 3. Aucun des 3. Guillaume, vous me dites? Neymar. Neymar, ok. Vincent, vous me dites? Hazard. Hazard. Chris, vous me dites? Hazard. Hazard. Président, vous me dites? Aucun des 3. Aucun des 3. Ah, aucun des 3, ça va être galère. Hein. Non, mais ça va être galère. Hazard. Il y en a d'autres après, mais je pense Mais moi, que... vas-y, Chris. Non, vas-y. Ah, mais non, t'es l'invité. Ouais. Non, mais moi, j'ai dit Hazard parce que Real a voulu déjà l'an passé, l'an passé. Mais je pense, je ne sais pas, c'est une question, si Real met de l'argent pour Neymar, est-ce qu'il Paris le laisse partir? C'est vrai. C'est une bonne Guillaume Dufy, vous avez dit Neymar, vous? Non, moi j'ai dit Hazard, je comprends, c'est un joueur fantastique quand il est bien dedans et concentré. Je trouve qu'il est trop irrégulier encore au très haut niveau. Au Real Madrid, ce sera le joueur vedette, l'étoile, il ne devra pas décevoir. Neymar, parce que je pense que son histoire avec Paris, elle est compliquée. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais pris. Et que si le Paris Saint-Germain peut récupérer un bon billet et que le Real veut casser sa tirelire, moi je suis le dirigeant du Paris Saint-Germain, je le vends tous les jours. Ça sera 400 millions d'euros. Mais oui, s'il y a 400 sur la table, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter. Quoi. Il a fait une interview au Brésil, Neymar. Pardon? Il a fait une interview au Brésil, Neymar. Oui. Un peu ambigu. Ils ont posé la question par rapport à Madrid et il n'a pas dit non. Hein. Attendez, on l'a. Ah, pardon. Non, parce qu'on est au Brésil, et tout, on n'est pas là, Neymar. Il va pas venir. On est partout. Et Neymar arrive. Non, c'était... Voilà, on y va. Le Real Madrid est l'un des plus grands clubs du monde. N'importe quel joueur aimerait jouer là-bas. Mais je suis très heureux à Paris. Je me sens vraiment très bien. Mais vous savez, personne ne connaît l'avenir.
Mais attention, je ne dis pas que je vais signer au Real Madrid, donc calmons-nous. C'est une anguille. Hein. Et c'est vraiment un club qui maîtrise bien la communication de ses joueurs de manière générale, le Paris Saint-Germain. Ils sont impeccables. Ah, mais lui, il est difficile aussi à. Non, mais lui, tolérer, hein. il a toujours été comme ça. Ouais, Il est terrible, il laisse toujours une porte. Fiorentino Pérez n'a jamais perdu le contact avec son père, son entourage, etc. Il a toujours quand même ça en tête. Neymar au Real, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même dimension qu'Hazard. Je trouve, hein. Oui. Bon. Et avec le cul qu'ils ont, il ne se blessera pas 2 fois en 2 saisons là-bas. Bon. Ah, c'est vrai qu'il sera rétabli pour jouer contre le PSG en 8e de finale. Absolument. et leur mettre 3 buts. Donc, Et les mecs ont le moral, ils ont une patate ce soir. Florentino Pérez, je vous l'annonçais juste avant la première pause. En marge de la conférence de presse, rencontre quelques journalistes. Et là, Florentino a commencé un peu à sonder le marché, à sonder 2 joueurs parisiens, Mbappé et Neymar. On y va. Vous saviez que Zidane est ami avec Mbappé? Il est français et avec Mbappé, on pourrait faire quelque chose. Vous allez essayer de le convaincre? L'important, c'est d'abord de bien terminer la saison et préparer la suivante. Si vous deviez choisir entre Neymar et Mbappé, qui prendriez-vous? Les deux. On est de l'ordre de la plaisanterie. Les deux, François. le Paris Saint-Germain l'a bien fait à un moment. Oui. Bon. Pourquoi le Real ne pourrait pas faire ce coup exceptionnel? Non, mais on est dans la fiction. Hein, voilà, mais le Paris Saint-Germain a bien réussi, lors du même mercato estival, il y a 2 saisons, à prendre Neymar et Mbappé. Tu t'imagines si Paris vend aujourd'hui Neymar et Hazard? Politiquement, tu ne peux pas vendre les deux. C'est impossible. Non, mais là, je réagis à la déclaration à la plaisanterie de Florentino Pérez. à la plaisanterie, la boutade. Ça confirme quand même que la thèse de la lessive, ou du moins de la réorientation de l'effectif, quand même, elle est valable. C'est-à-dire que, concrètement, en gros, il promet qu'il va tout changer. Pour un joueur, tu parles d'un joueur, tu parles de lessive. plutôt. Moi, c'est ce que j'ai compris. Évidemment. Moi, c'est plutôt à l'opposé de la lessive. Vaut mieux qu'il prenne. Et c'est important pour lui, parce qu'il a toujours été galactique. On a dit les élections arrivent beaucoup plus rapidement que. Ça va très vite. S'il se plante la saison prochaine, c'est mort pour lui. Enfin, pour Fiorentino Pérez, je dis. Oui. Et donc, il va préférer avoir un des deux que 3 très forts, si tu veux. Tu vois, il est plus dans cette logique-là. Et d'ailleurs, c'est mieux, puisqu'il a quand même du matos. Et après, il pourra prendre un peu. Mais je pense que Kane, Hazard ou des joueurs comme ça, c'est bien en dessous que les 2 joueurs qu'on vient de citer. Mbappé ou Neymar? Non, mais. Enfin, tu penses que Ken, par exemple, il sait tout faire. Ken, tu le files au Real, il va te marquer entre 40 et 50 buts dans l'année. Ouais. C'est un joueur super complet, qui peut participer au jeu, qui peut finir, qui se déplace, qui défend. C'est moins fort que Neymar. Mais c'est pas le même genre. Non, mais c'est moins fort. C'est vraiment pas le même genre. C'est moins fort. Mais je sais pas, parce que Neymar, c'est un joueur de complément, sans vouloir lui faire insulte. Ouais. C'est-à-dire que Neymar, il sait pas se débrouiller tout seul. Il joue tout seul, mais il peut pas se débrouiller tout seul. C'est un peu la nuance. Il va jamais marquer 45 buts, ça lui est jamais arrivé, Neymar. Ça lui est jamais arrivé de sa vie. Il n'est pas blessé, il joue tous les matchs avec le PSG, il n'est pas loin de marquer les 45 buts. Mais il fait plus que Ken, qui ne fait que marquer, mais qui est aussi un bon joueur, je ne dis pas, parce qu'il oriente, il est là. Et puis, ça brille, Neymar, c'est important pour le Real Madrid. Tu vois, Ken, par exemple, c'est quand même un mec... Non, mais Ken, c'est un des 2 ou 3 meilleurs avant-centres du monde. Oui. Pourquoi il n'irait pas il ne conviendrait pas au Real? Vincent, il a raison, je pense qu'il faut que ça brille. Il y a un moment, il y a une des recrues, ça doit être Payet, Galactique. C'est le Real Madrid. Je pense. Ken, tu vois, il dégage aucun charisme, quoi. Après, il fera le truc. Ronaldo, c'est Ronaldo. C'est le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Ouais, mais enfin, le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Demi-finaliste. Ça fait longtemps. Ouais, dans une dur en affaires, dans une Coupe du Monde. Tu as vu qu'ils ont éliminé pour aller en demi-finale, l'Angleterre? Non, on va pas partir sur la Coupe du Monde, mais Mickey. Non, mais un peu le niveau de cette Coupe du Monde. Mbappé dans Téléfoot. Je pense que je serai là, donc la saison prochaine, c'est sûr même, c'est déjà acté avant, mais avec tous les problèmes que va engendrer cette élimination, ça ne sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. Voilà, c'est clair, c'est précis. Donc là, on enterre le feuilleton, le début d'un feuilleton, du début d'un truc, d'un commencement, Mbappé qui quitterait le Paris Saint-Germain. Gervais, ce que vous m'avez dit, aucun des 3. C'est juste impossible. Non, s'il y en a un des 3, peut-être Hazard, quand même. Ah ouais? Mais Hazard, c'est en dessous, comme joueur. Ah oui, après, c'est autre chose. Mais enfin, c'est pas rien non plus. Mais Hazard, il est quand même au sommet de sa carrière. Chelsea vont jouer qui? Il sera jamais meilleur que ce qu'il peut être actuellement. Ils vont jouer qui, Chelsea, si on peut le recruter? Tu t'imagines? Demande si l'Atlético, Griezmann, ils l'ont laissé partir.
Oui, mais à un moment, tu sais, quand le joueur est à bout... Mais tu joues avec qui? Avec le concierge? Ils veulent vraiment partir. Non, mais ils n'ont pas acheté... Il ne le connaît pas. Non, ils ont quand même quelques joueurs. Ils n'ont pas acheté Pulisic, une fortune, qui est un bon joueur. Et ils ont 41 joueurs prêtés, accessoirement. Oui, quand même. Mais il y en a 2 de bons, peut-être, sur les 41. Non, mais enfin, je veux dire, s'ils prennent 200 millions d'euros, tu vois, et si le gars veut vraiment partir, après... Olivier, Ouais, allez-y. vous demandez si le feuilleton Mbappé est enterré avant d'avoir été ouvert quasiment. Ouais. Ah bah oui. En matière de mercato, on est quand même... On a tout vu. On a tout vu quand même. Mais là, au moment T, si on peut dire, moi je le crois là. Ouais, moi je aussi. crois sincère. Oui, moi aussi. Mbappé terminé. Oui, je crois que c'est quelque chose de réfléchi, dans leur esprit. Dans l'esprit parce qu'il est quand même pas tout seul, il n'en est pas question. Quoi. Mbappé, le soir de son deuxième match en bleu. Pardon, Chris, je vous ai coupé. Vous voulez dire quoi? Non, c'est rien. Mbappé, quand il a parlé qu'il allait rester à Paris, c'était avant. Oui. C'était avant la réunion de C'est-à-dire, qu'est-ce que je... Maintenant, qui sait que Zidane... Oui, ça peut changer la donne aussi. Hein, ouais. Moi, je voudrais faire deux... Chris, vous vous rendez compte les responsabilités que vous avez en faisant dans cette émission? Vous venez de relancer non, mais c'est un truc terrible. Je suis invité. Vous êtes invité, donc ça va, tout va bien. Et évidemment, c'était dimanche. Oui, merci Didier. On fait parler Gervais. Parce que là, on est en plein délire, on est en train de... Oui, on est dans la fiction, là. Non, mais on est en train de penser que Real Madrid va dépenser 1 milliard au train où vous êtes parti, là. Au niveau du recrutement. C'est le premier point. Oui, c'est eux. C'est la grande lessive. C'est la grande lessive. La grande lessive suivie par 73% des téléspectateurs. Donc, fais pas le malin. On n'a pas une tôle. On n'a pas une grosse tôle. Et alors, premier point, ça. Et deuxième point, moi, je sais pas, mais si Mbappé part de Paris l'année prochaine avec... cette histoire qui est arrivée la semaine dernière en championnat, je sais pas, mais il faut éteindre l'électricité à la Tour Eiffel, il faut faire quelque chose. Non, mais c'est fini, quoi. Ouais. C'est fini, Mbappé peut pas partir. Non, mais je pense aussi. Non, je suis d'accord. Je suis désolé, notre invité Chris vient de relancer le feuilleton. Oui, mais et on est tombé sur une archive en préparant cette émission, c'est Mbappé le soir de sa deuxième sélection en bleu. C'est le 28 mars, il joue contre l'Espagne. Il y avait déjà le Real qui s'intéressait à lui. Bien sûr, oui. Et écoutez ce que nous disait Kylian Mbappé. Et le Real Madrid, c'est un club où il faut y aller quand on est bien mature et au sommet de son art. Je ne pense pas que je sois au sommet de mon art actuellement. On était en 2017, on est en 2019. Je vous repose la question maintenant. Je ne sais pas, c'est trop tôt. C'est peut-être trop tôt, mais tu sais que s'il y va aujourd'hui par la grande porte et il est assuré d'être titulaire. Parce qu'il va, alors que avant, quand le Real avait mis la même somme d'argent que le PSG, il y avait la BBC, etc. et tout. Et il se disait, je vais jouer des bouts de match et machin, il faut que je joue. Ouais. Donc ça a dû jouer aussi dans sa réflexion. Là, donc la réflexion de Chris, le statut qu'il a, il est différent. Il est quand même champion du monde. C'est ce que je te dis. C'est ce que disait. S'il y va là, il y va comme Galactique. Ah, bien sûr. Et il sait qu'il jouera. Voilà. Mais par exemple, quand Karim Benzema a signé de Lyon en 2009, il avait 21 ans. Les 2 premières saisons ont été un peu difficiles. Ouais. C'était un poil tôt, quoi. Oui, mais là... Même s'il a joué, mais c'était un poil tôt, peut-être. Il y avait de la concurrence quand même devant... Oui, c'est compliqué pour Karim. Mais là, c'est différent. Kylian, maintenant, il est mature. C'est un autre joueur. Eriksen Maestro nous interpelle. Nous n'avons pas donné des joueurs de Bundesliga. Les Marco Reus, les Robert Lewandowski, ne pas oublier la Bundesliga. Et pourquoi pas Salah? C'est fini. Non, Lewandowski a dit qu'il finirait même sa carrière plutôt au Bayern. Et Reus, moi, c'est un joueur formidable, exceptionnel, mais il est quand même blessé la moitié du temps. Maintenant, Salah, c'est sûr qu'il en faudra un de Galactique. Et si possible 2. Si Salah, il met 400 millions d'euros, il lui met un rat dans la cervelle et que tout, c'est jouable, tu vois. C'est vrai qu'on l'a oublié un petit peu, il y en a quelques autres quand même. De Galactique, c'est pas une grande lessive alors, non? Non. Non, c'est pas une grande lessive, on a gagné. Non, mais on prend acte et on verra. Ok. Je pense que... Rendez-vous, le rendez-vous est pris. C'est une formalité pour nous. Comme la semaine dernière. Donc on se revoit en mois de juillet, au mois d'août. On passe nos vacances ensemble. La semaine dernière, j'étais le seul à dire que c'est pas une formalité. Mais là, c'est pareil, c'est pas grave d'être seul. Non, moi j'ai dit ça aussi, formalité. C'est pas un problème. Là, c'est une formalité. Et Kimpembe assume. Oula. Samedi, Presnel Kimpembe sorti du silence. Pendant 4 minutes, le défenseur du Paris Saint-Germain, auteur de la main fatale donc contre Manchester, a assumé l'échec. Dans cette vidéo, il avance une idée un peu dérangeante, un peu déconcertante. Ce match retour perdu contre Manchester au Parc a été pris à la légère. On va écouter Presnel Kimpembe. Mon explication, je dirais qu'on a eu beaucoup de suffisance par rapport au match aller
à Old Trafford, c'était vraiment pas la même équipe du PSG. Je pense que c'est vraiment par de la suffisance et parce qu'on a pris, je pense, ce match à la légère. Est-ce une communication désastreuse pour le Paris Saint-Germain? On a pris ce match à la légère, fait preuve de suffisance ou pas? J'ai l'impression que oui, parce que dans vos postures là sur le plateau, tout le monde se cache. C'est affligeant, mais. C'est affligeant? C'est affligeant. On a pris une grosse rouste, on a pris. C'est pas ça, c'est le mode de communication. C'est 2 jours après la défaite, vous décidez de parler tout seul, au nom des autres ou au nom de lui-même. Ça me paraît une communication complètement égoïste, égocentrique et personnelle. En plus, on voit son équipementier, donc il y a l'ambiguïté de la mise en scène et de la pub. On voit l'équipementier partout. Mbappé qui est mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un club qui ne maîtrise pas la communication de ses joueurs depuis longtemps, et depuis l'affaire Aurier, et puis depuis trop souvent. C'est pas normal qu'un club comme le PSG, dans ces jours-ci, ces jours de crise, laisse un joueur faire une sortie personnelle comme ça. Le problème, c'est que j'ai cru comprendre que le PSG avait demandé après le match, à tous ces joueurs, voilà, de ne pas communiquer. Et là, ça te montre que soit le non-professionnalisme, soit ils sont peut-être habitués à faire un peu ce qu'ils veulent. Le problème de Kipembe, je ne lui jette pas la pierre, il a une boîte de communication qui donc le conseille. Et qu'il a donc conseillé, peut-être en harmonie avec lui, puisque c'est un peu l'homme de la main, etc., pour se dédouaner. Bon, évidemment, je rejoins Vincent. Déjà, il dit on a été suffisant. Donc il parle au nom de toute l'équipe. Donc je suis son coéquipier, je ne suis pas ravi, si tu veux, qu'il parle pour moi ou quoi. Tourelle en a parlé. Oui, mais attendez. La deuxième chose, effectivement, c'est très mal fait. Tu leur reproches de ne pas être authentique, bling-bling, tout ça. Il est là avec Adidas, noir et blanc, gros plan sur ses mains, ses tatouages ou ses trucs de profil, etc. Ça me rappelle un peu Ben Arfa, c'était le même principe quand tu le vois le long des berges, tu sais, avec ses lunettes, penseur, tout ça et tout. Ça lui a fait du tort, même si ça partait peut-être d'un bon sentiment par les gens qui l'ont fait. Et là, je pense qu'ils se sont plantés sur toute la ligne. Pour le coup, il a été archi mal conseillé. Et même après, on peut parler du fond de sa pensée. Est-ce que vraiment, au niveau mental, ils n'étaient pas tout à fait dans l'ordre des choses? Parce que, plus ou moins inconsciemment, le fait de gagner 2-0, il y a 9 joueurs en moins, ils ont un peu relâché leur vigilance. Ça, je suis bien d'accord. Mais sinon, mais surtout pour lui, c'est un désastre. Après, pour le PSG, il se trouve confronté à un problème, c'est que maintenant, dans le football d'aujourd'hui, Neymar aussi, il a sa propre com et sa propre boîte, mais qui, à mon avis, plus pointue, peut-être, en tout cas, qu'il avait déjà aussi à Barcelone, etc. On entre dans une ère où c'est très compliqué quand même. C'est comme pour les Toubib, c'est pareil, ils ont tous leur... Ben oui. Donc... Chris, là, quand vous voyez ça, vous aussi, ça vous surprend ou pas? Oui, c'est bizarre d'entendre une interview comme ça, parce que déjà, l'attaché de presse de Paris, ils sont où? Mais ils ne peuvent rien faire. Ils doivent savoir qu'est-ce que le joueur de PSG va envoyer un message, qu'est-ce qu'il va dire. Ils doivent savoir. Ils ne peuvent pas savoir, ils l'ont pas prévenu. Voilà, c'est pas une interview, il n'y a pas un débat contradictoire, il n'y a pas quelqu'un qui le met dans ses retranchements. C'est de la com. de Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain doit être derrière le joueur. Chris, vous n'avez jamais été coéquipier de Presnel, mais en tant que coéquipier comme ça, qu'un autre coéquipier dise on a été, on a pris ce match à la légère. Déjà, il parle pour tout le monde. Ça c'est maladroit. On a pris le match à légère, un 8e de finale de Coupe d'Europe à légère, contre Manchester United en face. Ça crée des tensions, une ambiance pas favorable au vestiaire. C'est des tensions, c'est violent quoi. Non seulement il parle au nom des autres, mais finalement il les accuse, en fait. Oui. Aussi. Ils les mettent tous dans le même sac. Ils les accusent en disant, c'est-à-dire, moi, je les ai peut-être pris à la légère, mais les autres ont pris à la légère. Et c'est ça qui est grave. Non, mais c'est... Président. Non, il parle pour lui-même, qui dit, moi, je ne sais pas les autres, mais moi, j'ai... À entendre ça, écoute, pour moi, c'est terrifiant, quoi. C'est vraiment une com à la con, alors à la con. Mais c'est impensable dans un, comme tu viens de dire, Chris, dans un club d'un niveau comme PSG, tu me dis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter, attends. Le club derrière, je ne sais pas ce qu'il a dit tout. Le club, il doit être vert derrière. On va en parler. Mais bon, on le verra. Mais c'est fou, quoi, d'entendre ça. C'est comme Neymar. Vous avez montré tout à l'heure l'exemple et l'interview de Neymar. Alors Neymar,
il a réalisé cette interview au Brésil. Il savait très bien quand est-ce C'était en France, il me semble, avant qu'il reparte au Brésil. Ouais, il me semble, par les il journalistes savait très bien quand est-ce qu'elle allait être diffusée. Et deux jours avant, il peut quand même éviter de parler du Real Madrid et de s'enfoncer dans cette histoire-là. Je trouve que la communication des joueurs du Paris Saint-Germain est très maladroite et malheureuse. La conférence de presse aujourd'hui de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, ouais. Ça, on verra juste après la pause. À tout de suite. Kimpembe assume dans une vidéo qui nous fait parler. On en a parlé après la pause, on en a parlé en compagnie de Didier Roustan, de Chris, notre invité ce soir, la légende de l'Olympique Lyonnais. Dans quelques minutes, on parlera du grand match qui attend l'Olympique Lyonnais contre le Barça mercredi. Face à Chris, Gervais Martel, à ses côtés, Vincent Duluc et dans sa diagonale, le commissaire Valentin. Kimpembe donc assume, on a pris ce match à la légère, on a fait preuve de suffisance. Est-ce une communication désastreuse pour le Paris Saint-Germain ? Oui, plutôt par l'ensemble du plateau. En conférence de presse, aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un match à rattraper, Paris-Dijon, ou plutôt Dijon-Paris. Thomas Tuchel lui a développé une autre thèse que la suffisance, la thèse tout bonnement de l'accident. On l'écoute. C'était un accident parce qu'il n'y a pas d'explication. Il y a beaucoup de gars qui disent encore un accident, mais je dis non, c'est pas comme ça parce que cette match, Manchester United, ils ont 0 touche dans notre surface pendant les deuxième mi-temps. 0 touche. Et ils marquent un but. Hein. C'est pas possible. C'est pas que l'équipe, c'était pas la pression, c'était pas l'équipe a joué complètement énervée et sans qualité, c'était pas comme ça. Et quelquefois, on doit accepter que c'était un accident et pour moi, c'était un accident. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, Vincent ? Les bras m'en tombent. Pourquoi ? Déjà, il parle que de Manchester, il ne parle pas de son équipe. C'était un accident parce que Manchester était nul. La question n'est pas là. C'était un accident parce que le PSG n'a pas été aussi bon, et lui y compris. Dire lui, il a été mauvais le jour où il fallait être bon. Il a qu'à mettre un peu de temps à le faire oublier. Et je trouve incroyable qu'il ne parle pas de son équipe. Le problème, c'est pas que Manchester n'ait pas touché le ballon une fois dans la surface. Le problème, c'est que Paris n'a quasiment rien fait d'intéressant en deuxième mi-temps. Rien, le néant le plus total. Et c'est ça 84 minutes, c'est tout. C'est juste l'action. Oui, mais voilà, d'Alves 3 fois rien. Mais le problème, c'est pas de prendre un troisième but sans un tir. Le problème, c'est d'être mené 2-1. Dans cette conférence de presse qui est très intéressante, et si les gens peuvent la regarder dans son intégralité, il dit également que la veille, il a senti quelque chose. Qu'il y avait de la nervosité inhabituelle et tout. Donc il sent il répondait à Kimpembe. Et lui, il n'a pas senti de la suffisance. Non, mais il a senti de la nervosité et que c'était pas comme d'habitude et qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tu crois ? Il dit pas plutôt, enfin moi ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai vu aussi, qui dit que contrairement à ce que dit Kimpembe, quand il dit suffisance, genre, il n'y était pas, il a senti que les gars étaient sous tension. Donc la nervosité, moi je la voyais plutôt positive, pas une nervosité, on tremble, quoi, si tu veux. Et d'ailleurs, il a toujours dit que ça n'a rien à voir avec la remontada. Moi, je le rejoins assez. Il s'est passé quelque chose à un moment, c'est surnaturel. En revanche, je pense que dans l'attaque mentale du match, après il y a deux boulettes, il y a machin truc, je pense que ce que dit Kimpembe, il y a une part de vrai qui peut se comprendre, parce que quand tu as maîtrisé complètement ton match devant une équipe de Manchester, sensiblement au complet, je pense à 95%, que tu gagnes logiquement, et que cette équipe, tu fais un très bon match, a 9 joueurs en moins, pas 9 titulaires, mais a quand même 9 joueurs en moins, mais c'est des gros effectifs maintenant. L'équipe du 11 de départ, pour moi, tu la mets dans le championnat de Ligue 1, tu la places où ? Avec Lukaku, Rashford, De Real, quoi. L'autre jour ? Oui. Troisième, deuxième, troisième. C'est bien du niveau de Lille, on va dire. Oui, deuxième, troisième. Tu es d'accord avec moi ? Moi, j'aurais mis moins, moi. Non. Cette équipe-là, j'aurais mis Bordeaux. Bordeaux avec Lukaku, Rashford, De Gea, Smalling. Tu perds la tête, Bordeaux. C'est une équipe qui est... Ils n'ont pas Young et Smalling. Peu étranger, mais pas bon. Voilà. Donc, c'est une équipe qui est deuxième, troisième. Donc, tu rencontres une équipe qui est deuxième, troisième du championnat. Guingamp, ils étaient 20e quand ils prennent les 3 pénaltys à la mort. Et il y avait quand même Neymar. Bon, et ils ont quand même joué. Tu te fais 2 cadeaux et tu as un pénalty sur lequel on peut discuter. Ça veut dire que tu te donnes un sacré handicap. Mais je suis d'accord avec lui. Paris a toujours maîtrisé, à défaut de se créer peut-être beaucoup d'occasions. Ils ont été bons après le premier but et des choses comme ça. Mais je trouve que dans l'approche mentale, moi, il y a quelque chose sur lequel je reste sur les fesses quand même. Je trouve que,
et c'est ce que dit un peu Kipembe, c'est quand tout va bien que tu dois redoubler de vigilance. Tu es d'accord avec moi? Il sert à quoi Tourelle là-dedans alors? Non, je pense qu'il y a une erreur de sa part. Tu sais que maintenant, ils ne font pas de mise au vert. OK. Parce qu'il veut les responsabiliser, etc. Et donc, ça veut dire que le matin, ils se sont entraînés, d'accord? Retour à midi, chacun va chez lui. Et tu reviens. Ils ont mangé ensemble, quand même. Bon, ils mangent ensemble. Après le repas, chacun va chez soi. Et tu reviens à 19h au parc. Ça devient une mode, hein, ça. Mais, oui. Malheureusement. Mais ça veut dire. Non, mais là, ça veut dire que en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est un match comme un autre. Chez toi, tout peut se passer. Le gosse fait chier, il y a un problème de ceci, tu peux aller te balader, tu peux passer ton temps à... Enfin, tu pas forcément dans le match à temps complet, tu n'arrives pas comme ça, tu y repenses à 19h. Tu vois, les anglo-saxons sont forts pour ça, mais c'est une culture. Moi, je trouve, et je me suis renseigné, contre Liverpool, c'était pareil. Ouais. Mais je veux dire, contre Liverpool, tu peux pas ne pas penser au match contre Liverpool. Parce que si tu perds au Parc des Princes contre Liverpool, tu as toutes les chances de passer à la trappe. Donc, tu es beaucoup plus vigilant. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, contre une équipe qui est un peu une équipe comme ça, que tu as maîtrisée, tu rentres chez toi, eh ben moi je pense que l'approche mentale n'a peut-être pas été des meilleurs. C'est là que je vois le truc. Est-ce que vous attendiez plus d'explications de la part de Thomas Turel? Vous êtes déçu, Vincent? L'accident, si on prend un accident de circulation, alors c'est un truc qui t'arrive, bon voilà, tu n'y attendais pas. Mais il y a des responsables. Il y a des responsables. Et moi je pense que Tourelle, même dans son coaching sur ce qui s'est passé sur le terrain, il n'a pas réussi à renverser la tendance. Parce que sur le fond, c'est l'équipe de Man U qui n'a rien à voir avec celle de l'aller, où il manque 80%, et il joue de la même manière, avec 6 joueurs défensifs pour commencer, et il sort Draxler, et il fait rentrer Paredes, et voilà, enfin bon... S'il te plaît. Ouais, mais ils ont toujours maîtrisé, tu vois. Moi, je reprends un peu les propos de Didier, d'ailleurs, j'ai lu attentivement sur son blog il y a 2 jours. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, Tourelle, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Qu'ils disent que le premier but, c'est une boulette? Ben ouais, on l'a vu. Qu'ils disent que le deuxième but, c'est une double boulette? On l'a vu. Le problème, c'est que le deuxième but, il est tellement terrible, celui-là, qu'il redonne une confiance sur le terrain à un moment donné aux Anglais, qui se retrouvent tout d'un coup par miracle quand même, parce qu'on a vu un petit Manchester. Mais on a vu un petit Paris aussi. Je finis. Bien sûr, un petit Paris. Attends, parce que je te parle des 2 fautes. On pourrait aussi parler des attaquants et de Mbappé, ce qu'il loupe, etc., et d'autres joueurs qui ont été inexistants. Mais force est de reconnaître quand même que le football, et moi j'étais le premier à dire, parce que je voyais PSG aller au bout. Force est quand même de reconnaître, même si on est triste, parce que qu'on soit supporter au nom de Paris, on est triste pour le foot français, que ça reste quand même un sport merveilleux. Parce que il s'est passé quelque chose d'incroyable. Mercredi, on était tous... Ça arrive souvent quand même. Ça arrive souvent. D'accord, mais attends, arrête de te focaliser. Je te dis simplement que le foot reste un sport formidable, parce que tout est possible. Et le 3e but, quand même, faut qu'on m'arrête. Mais en Ligue des Champions, à ce niveau-là, il n'y a quand même pas énormément de surprises. Et les 2 plus grosses surprises des 2 dernières années, c'est quand même le... T'as regardé Ajax contre Madrid? Je te dis qu'il n'y en a pas beaucoup de surprises. Non mais Ajax contre Madrid, mais il n'y en a pas beaucoup. Si c'est le PSG qui s'en prend 4 sur sa pelouse contre l'Ajax, le foot c'est imprévisible. Voilà, simplement. Les petits, on va faire une petite pause. On va s'aérer avec les championnats du monde de biathlon actuellement sur la chaîne L'Équipe. On va retrouver notre envoyé spécial Messaoud Benterki pour l'ambiance, un peu l'atmosphère aujourd'hui. Messaoud, bonsoir, c'est à vous. Mais déjà j'ai fait une connerie, j'aurais dû mettre... Bonsoir Mémé, on est sur la Medal Plaza, la place de la mairie où a lieu chaque soir à 20h19 précise la cérémonie de remise des médailles, le podium officiel. Et le voici, le podium officiel, c'est celui-ci, il est en place, toujours là, et je vais rejoindre Marie-Dorin Habert qui est sur la plus haute marche évidemment de ce podium. 5 médailles d'or mondiales pour Marie. Marie, ça vous fait quelque chose d'être sur la plus haute marche une nouvelle fois ou pas? Au risque de vous décevoir, c'est vrai que sans le public qui a devant, sans avoir porté un dossard et puis fait péter les muscles, j'ai l'impression d'avoir monté un escalier. Elle est blasée, Marie-Dorin Habert. 5 titres de championne du monde, c'est peut-être pour ça. Non, plus sérieusement, Marie, demain c'est une journée importante pour les filles. C'est l'individuel femmes. Elles doivent absolument relancer leur championnat du monde et décrocher aussi leur place pour la Master de dimanche. Voilà, c'est ça. Donc l'individuel, c'est vrai que c'est une course qui est complètement à part des autres courses, des autres formats, parce que il y a la balle manquée est beaucoup plus chère. C'est 1 minute de pénalité par balle manquée, ce qui fait que ça ouvre la course à plus de personnes qui peuvent venir jouer devant si elles réussissent le tir parfait. Donc c'est vrai que les Françaises pour l'instant ça a un petit peu pioché au niveau du tir essentiellement, donc ça va être essentiel de se remettre en confiance pour la course,
pour également aussi le relais de samedi parce que elles ont fait des super performances toute la saison et clairement c'est l'objectif phare de ces mondiaux pour elles. Et puis enfin pour pouvoir jouer aussi attraper leur place pour avoir le maximum de Françaises au départ de la Master dimanche. Rendez-vous demain, Mémé, 14h30 pour cette individuelle femme et on croise les doigts pour revenir très vite ici un soir à 20h19 pour écouter la première Marseillaise de ces championnats du monde. On ferme les yeux et on imagine ce bon moment d'ailleurs, Marie. C'est beau quand même, tout ce qui se passe au biathlon. Quel beau moment. Merci mon Lydie. Non mais c'est beau. Bah oui, Faut évidemment. suivre, ouais. Attraper Neymar. Une expression, attraper Neymar. Le 24 janvier dernier, le Paris Saint-Germain recevait Strasbourg en Coupe de France. Neymar sortait sur blessure. En conférence de presse, Thierry Loret, qui ne connaissait pas la gravité de la blessure de Neymar, je tiens à le préciser, déclarait ces fameuses expressions. Tu te souviens ? Bah si. Mais est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il n'avait pas le droit de provoquer ? Voilà, il y a eu un emballement en régie. Vous inquiétez pas, c'est lui Thierry Loret. Ne vous inquiétez pas. On a rembobiné le magnéto. Thierry Loret donc déclarait que Neymar pouvait chambrer, mais que ses adversaires avaient aussi le droit de l'attraper. On va regarder cette pièce à conviction. Encore Chris est là, on va se faire déménager. Chris est là, défenseur professionnel, une légende de l'Olympique Lyonnais. On va lui demander son avis. Il n'y a pas le VAR aujourd'hui. Il a failli l'avoir. Oui. On y va. Mais est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il n'avait pas le droit de provoquer ? Mais il a le droit aussi, à un moment donné, de se faire attraper. Bah si, c'est pas interdit. Vous avez le droit d'attraper quelqu'un régulièrement, mais vous l'attrapez. Ben oui, ça existe. Si vous connaissiez un peu plus le football, peut-être que vous comprendriez ce que je suis en train de dire. Mais il faut y avoir joué au niveau pour comprendre. Et bing. Chris, comprenez-vous Thierry Loret ? Oui, je le comprends. Non, parce qu'on n'était pas tous d'accord sur ce plateau. Il n'est pas méchant. Il parle. Neymar, c'est son jeu. Il va provoquer, il va essayer de dribbler, il va tout. Mais les défenseurs, ils sont là pour défendre. Après, il a un arbitre. Parce que le fond du problème, c'est l'arbitre. Dans l'action, l'arbitre l'a laissé jouer. Bien sûr. Il a arrêté sur la première fois. Donc s'il arrête la première fois, c'est fini. Bien sûr. Il n'y a pas de discussion. Bien sûr. Mais le défenseur est là pour défendre. On sait, les joueurs, ils savaient la qualité de Neymar. Et bien sûr, ils vont Chris, dire. vous me dites, un défenseur est là pour défendre. Et là, tout d'un coup, Thierry Loret nous ouvre une porte en disant, il peut l'attraper. Bah oui. Bah si. Non, mais l'attraper, est-ce que l'attraper, ça veut dire lui faire mal ? C'est pas lui casser les chevilles. C'est pas lui casser les chevilles. Non, c'est l'empêcher de rayonner sur le terrain. Et parfois, tu utilises des moyens illicites. L'arbitre est là pour... C'est peut-être pas le bon mot, disons. Quoi ? Attraper, descendre. Oui, peut-être c'est pas le bon mot. Je suis non, d'accord. c'est pas le bon mot. Ouais. Mais c'est pas violent attraper. C'est pas attraper. Mais attraper, tu as l'idée de. À un moment, je te chope, quoi. Si tu veux. Et le problème, c'est il va chercher. Bien sûr, mais ça, c'est normal. Non, c'est normal. Après, c'est pas le bon mot pour le débat public, mais c'est le bon mot dans le vestiaire. Tout le monde dit ça. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut l'attraper, il faut le choper. Il a répondu. Il a jamais fait de faute de sa vie. Il n'a jamais attrapé un défenseur, un attaquant. Jamais. Non, mais après, il s'adresse au public. On se souvient, on cherche le sens du mot attraper. Adil Rami, premier invité de l'équipe d'Estelle, c'était le 28 août 2017. Il était joueur de Séville, il avait donc côtoyé Neymar dans le championnat espagnol. On écoute Adil Rami. Après Neymar, ça a été un petit peu différent pour moi, parce que c'est le seul joueur où j'essayais de l'attraper physiquement par ses bras, parce que je savais qu'il allait tenter un petit point à Sombrero. Voilà, c'est le joueur qui a nos limites, nos respects. Il veut chambrer. Par ses bras. Non, c'est son jeu. Oui, par ses bras. C'est pas son jeu. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Après, j'ai une histoire à raconter vite fait. Ah ouais, allez-y. Quand on a joué contre Madrid, il avait Robinho en face. Et Robinho, il a dit à Juninho en équipe nationale, c'est qui les défenseurs de Lyon. Donc, la rigolade. Juninho, il arrive dans le vestiaire, il dit voilà, Robinho, il ne te connaît pas. Il ne sait même pas qui c'est les défenseurs d'OL. Et alors ? Donc, pour mes ballons qui vient, je bouffe. Quand ça part derrière, bouffe. Il a compris. Comme ça, il savait. On est là. Ok, très bien. Le premier. Où Thierry Loret a tort, c'est quand il dit aux journalistes il faut avoir joué au haut niveau. Quand vous jouez en première division de district, ou en PH ou tu en... le sais aussi, c'est bien pire. Quand vous êtes défenseur, c'est le premier duel qui compte et le premier contact avec l'attaquant. Voilà, il faut lui faire sortir et là, quand vous êtes présent.
Ok. En tout cas, on a un synonyme d'attraper. Il faut faire bouf. Chris, vous êtes là. Généralement, qui joue toujours en Turquie, hein, donc il s'est relevé. Exactement. Bravo, oui. Chris, vous êtes là. Généralement, les invités, on leur met un petit grill, des questions, on va dire un peu directes et tout ça. Nous, on vous aime bien, Chris. On va vous faire un barbecue. C'est le Brésil. Hein, on se fait un petit barbecue avec la musique brésilienne. Voilà. Ça sent bon le petit barbecue. Hein. Au Brésil, Neymar est à la fois adoré et détesté. Chris, dans quel camp êtes-vous? Moi, je l'adore. Ouais. Ouais. Je l'adore. Mais je ne suis pas d'accord qu'aujourd'hui, les gens disent qu'après Pelé, c'est le 12e meilleur joueur. Ah, il y a des gens qui disent ça? Ouais. Moi, j'avais l'impression qu'il était extrêmement contesté au Brésil. On voyait, nous... il est contesté. Il est par les anciens, surtout. Ouais. C'est la nouvelle génération. Ouais, c'est la nouvelle génération. C'est normal. Okay. Neymar est chambreur. Les Brésiliens sont-ils plus chambreurs que les autres, plus moqueurs que les autres? Ah, je sais pas, Chris. Non, mais il y a une approche dans le jeu de l'esquive, dans le dribble, il y a une tradition. On a eu Neymar, on a eu Ronaldinho, on a eu Robinho, tous les joueurs qui aiment bien aller provoquer, aller dans nos dribbles, tout ça. Mais c'est pas de chambreur, c'est leur style. Heureusement que... Mais souvent, on associe aujourd'hui maintenant les dribbleurs aux chambreurs. On dit que le dribble, c'est un peu humiliant aujourd'hui. Vous comprenez ça? C'est dommage. Il n'y a plus de... Non. Un joueur qui chambre sur un terrain, pour vous, c'est insupportable? Qui chambre, hein, pas qui dribble, qui chambre. Oui, qui chambre, bien sûr. Ouais. Ouais, je ne supporte pas. Non? Et il peut faire des choses... Mais s'il chambre avec le ballon, enfin, je veux dire, est-ce que dribbler... Chambre avec le ballon, c'est comme Neymar il fait, parce que Neymar, il chambre pas avec la voix, il chambre avec le ballon au pied. Il fait de... Voilà. Donc ça c'est insupportable? Ça passe. Ça passe? Ça passe, mais ça énerve. Ok, ouais. Lorsque vous étiez chambré, provoqué, c'était quoi votre réaction? Vous pouvez me la refaire? Pouf, le prochain ballon. C'est-à-dire? Prochain ballon. Prochain jeu. Je vous fais parler, c'est quoi le prochain ballon? Alors c'est quoi le prochain ballon? Racontez-nous. Non, j'aimais pas parler. L'attaquant, il pouvait chambrer. Mais par contre, j'ai essayé de montrer sur le terrain, de gagner un duel, au sol, de gagner un duel. Des fois, on donnait un coup de pied à la cheville pour montrer. Voilà. Ok. Comme on attrape un joueur sans se faire expulser. Sans se faire expulser. Parce que vous avez été juste expulsé une fois. C'était face au Bayern en demi-finale en 2010. Vous me l'avez rappelé, je pensais que vous n'étiez jamais expulsé à Lyon. Comment on fait ça? Sans se faire expulser. Quand j'étais expulsé, c'était pas. C'était une contestation. Ouais, exactement. C'était une contestation. Alors comment on fait? J'ai anticipé. J'ai essayé de regarder le match de notre manière. Ça veut dire que voilà, l'attaquant était toujours à côté de moi. J'ai essayé de le contacter toujours pour pas le laisser partir tout seul. Anticiper. Ça c'est le marquage, ça. C'est pas d'attraper, ça. C'est pas de faire mal, ça. Non, mais comme ça, tu anticipes. Oui, mais comment on fait pour être méchant et pas se faire prendre, en fait? Il marchait sur le pied. C'est ce qu'il veut dire. Pointe de l'arbitre. Soufflez, respirez, Chris. Racontez-nous. Ah, méchant, c'est... Moi, j'étais dur. Tu étais dur, mais pas méchant. Pas méchant. Non. Moi, je faisais pas des fautes... C'est pas Carlos Moser qui peut faire très mal. Dur sur le ballon. Mercredi, grand match contre le Barça, on va y arriver, mais défendre contre Messi et Suarez et peut-être Dembélé, le français. C'est quoi l'idée générale à respecter pour l'Olympique Lyonnais au niveau de la défense? C'est défendre en équipe, c'est essayer d'anticiper et d'avoir la couverture tout de suite. Et colisser la défense avec les attaquants pour ne pas laisser beaucoup d'espace, surtout pour Messi. Ok. Bah merci de ce barbecue. On s'est régalé ou pas? Allez mes petits. Barça, Lyon dans 2 jours. Bruno Genesio a un dilemme. Le dilemme, c'est Moussa Dembélé. L'avant-centre vient de marquer 4 buts lors des 2 derniers matchs de Ligue 1 avec Lyon. Alors, doit-il faire jouer son buteur le plus régulier? On voit ici marquer ses 2 buts à Strasbourg le week-end dernier. Ou alors, faut-il sacrifier Moussa Dembélé? Vincent, suivez Lyon, ça nous intéresse. Est-ce qu'il faut le sacrifier? Mais franchement, c'est pas un débat facile à trancher. Ben non. Parce que Dembélé fait beaucoup de progrès. En ce moment, il enchaîne les matchs et il a un bon niveau de performance.
Il manque un peu parfois de subtilité technique pour faire remonter le bloc, des choses comme ça, un peu dos au jeu. Il manque encore un peu de ça. Mais il se déplace bien, il est puissant, il a de la présence dans la surface. Mais il y a le mais là, oui. Mais le mais, c'est que peut-être que pour jouer à Barcelone, peut-être que Memphis, c'est mieux dans l'axe à ce moment-là, derrière Fekir. Parce que le vrai problème, c'est qu'il faut avoir des gens qui travaillent sur le côté. Et que si vous mettez de Memphis sur un côté, bah, il va moins travailler que les autres. Et voilà, donc c'est peut-être le profil de Memphis Depay qui peut être fatal à Dembélé sur ce match-là. Chris, opinion là-dessus? Tu mets Aouar sur le côté? Non, je mets Cornet Cornet, Traoré, ouais. Oui, mais je pense que Dembélé, il est en confiance à ce moment. C'est le buteur, comme tu dis, il a la présence dans la surface. Même s'il est moins technique que les autres, mais il va pouvoir garder le ballon avec la présence de Fekir. Si dans un grand match comme ça, le meilleur joueur de l'équipe aujourd'hui qui marque 2 buts, tu le mets sur le banc. Bon, 2 buts, il y a un Bulgare. 4 en 2 matchs, c'est ça? Oui, 4 en 2 matchs. Toulouse, oui. Chris, vous nous avez dit comment défendre sur Messi Suarez, et notamment, c'est de bien coulisser. Ouais. L'idée générale, quand même, c'est d'avoir quand même 2 lignes, 2 lignes compactes et tout ça. Le fait que Moussa Dembélé joue un petit peu plus haut, ça, c'est sur votre idée générale, il y a un peu une sorte de petite contradiction, non? Non, parce que si tu mets Depay devant c'est pareil. C'est pareil. Ah, oui. D'accord. En fait, ça serait le même système dans tous les cas. Hein. D'accord. Depay. Généralement, Fekir, Depay, c'était. Moi, je les voyais 2 attaquants libres. Dans tous les cas, ça serait une défense à 4 et un milieu à 2, comme il y a Fekir. Ok, d'accord. Qui veut sacrifier Moussa Dembélé ou qui veut le sauver, justement? Moi, je suis comme Vincent, je trouve que c'est un sérieux dilemme. Mettre sur le banc un joueur qui est en pleine confiance, même si effectivement il a marqué quelques buts de raccro, mais il faut être présent. Il faut sentir les coups et je trouve qu'il a énormément progressé. Même dans le jeu, je trouve qu'il a énormément progressé. Et ce serait dommage de le sacrifier alors qu'il va plutôt bien. Mais Depay va quand même aussi un peu mieux. Oui, c'était pas difficile. Non, c'est pas difficile, mais bon voilà. Mes petits, c'est déjà terminé. On va se faire un quiz. Chris. Ouf. Ah ouais. Vous pouvez jouer. Le nombre de matchs de Chris en Ligue 1. 360. 360. Chris, vous parlez en dernier. 360. Allez-y, mes petits. 300. En Ligue 1. 300. OK. 340. 340. 299. 299. En Ligue 1? Ouais, en Ligue 1. Ah oui, que Ligue 1? Ah oui, là, maintenant. 200 quelques. Ouais, c'est peut-être 240. 225. Ouais, voilà, 240. Point pour Chris. Combien de fois est-il entré en jeu en Ligue 1? La question, une fois. Ah ouais, une fois. Ouais. Combien de buts a-t-il marqué en Ligue 1? 7. Oh non, 15, je dirais moi. 15, 7. Chris, vous parlez le dernier. 10. 12. Gervais, vous avez dit? J'ai 17. 17. Je suis trop court. 23, 20. Non, 20. 20, ouais. Juste donc 20. 15 Quand c'est au-dessus, c'est perdu, Chris. J'ai dit 15. Dans combien de clubs a-t-il évolué en Europe? 2, le Bayern et Galatasaray. En quelle année a-t-il eu sa première sélection avec le Brésil? En 2001? C'était contre 99. 99? Ouais. Ok, merci beaucoup. Yougoslavie. Le dernier adversaire en Ligue 1? Ouais. C'était 3, le dernier adversaire en Ligue 1. L'équipe de 3. Et combien de cartons rouges a-t-il pris dans sa carrière? Tu as dit 1. 1. Merci beaucoup. On se quitte avec l'homme du jour. Il est chauve aussi, comme notre invité, Chris, mais non. C'est Zidane qui revient en Real. On vous embrasse, on vous dit à demain. Ciao. Lionel Messi, Gareth Bale Cure, Nedved Maldini, Agüero Raúl, Casillas Cavani, Benzema Mandzukic, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic, Lothar Matthäus, Shevchenko Cantona.